Bonjour les 1G2, premier rappel de cours sur les signaux électriques. Donc comme nous l'avons déjà vu en cours précédemment, petit rappel, différents types de signaux électriques que nous pouvons rencontrer. Les signaux dits numériques ou logiques, hein. Deux cas se présentent à nous. Un premier cas qui correspond donc à la transmission de données d'informations au format série, où on voit passer donc à une suite de 1 et de 0, qui pourrait être utilisé, on avait dit, dans la transmission d'informations provenant d'une souris. Deuxième cas de signaux numériques ou logiques, la sortie d'un convertisseur analogique numérique. On voit bien que la tension de sortie correspond à, enfin, l'information sortie est un nombre qui est proportionnel à la tension d'entrée. Deuxième signal qui peut être le signal analogique, donc qui est un signal continu. Dans le temps, on remarque donc que le signal prend différentes valeurs tout au long du temps. Donc c'était les deux types de signaux que nous pouvions rencontrer. Différentes formes de signaux, les signaux en temps de scie, les signaux sinusoïdaux, les signaux dits carrés, les signaux triangulaires et les signaux rectangulaires, et également que nous appellerons, nous, EMELI, qui veut dire modulation de largeur d'impulsion, que nous verrons à la fin du cours. Si nous arrivons aux signaux sinusoïdaux, nous avions rappelé sur les signaux sinusoïdaux que la période correspondait donc à un motif élémentaire que nous voyons apparaître ici, que de cette période, nous pouvions déduire une fréquence en utilisant donc la formule f égale 1 sur t, si t est en seconde, f obtenu est en hertz. Nous avions également défini l'amplitude qui correspondait à la hauteur du signal, la tension crête à crête du signal. Nous avions arrivé à déterminer la forme mathématique d'un signal sinusoïdal, qui était donc Umax, qui correspond donc à l'amplitude du signal fois le sinus de oméga t, t étant le temps qui s'écoule, oméga correspondant à 2pi fois la fréquence. Oméga est donc la pulsation angulaire, était exprimée en radians par seconde. Nous avions défini également comme grandeur sur un signal la valeur moyenne, qui correspond donc, je vous avais expliqué, donc un bulldozer vient reboucher tous les petits trous avec les montagnes qui se trouvent au-dessus, donc, et vient niveler le signal. Pour niveler ce signal, on pouvait donc calculer la valeur moyenne à l'aide de l'air algébrique divisé par la période. Donc calculer les airs positifs de ces petits rectangles, l'air négatif, donc en faire la somme, ce qu'on voit ici, hein. Nous avions une amplitude de 3 multipliée pendant 1 seconde, ensuite une amplitude de 1 multipliée pendant 1 seconde, et nous avons soustrait donc l'amplitude de 2 pendant 1 seconde ici, et la période mesurait donc elle 4 carreaux jusqu'ici, donc le motif élémentaire étant là. On en trouvait donc une tension moyenne qui valait 0,5 volts, que l'on voit apparaître ici. Ensuite, une grandeur que nous n'avions pas encore vue qui correspond à la valeur efficace d'un signal. Donc on dit que la valeur efficace d'une tension ou d'un courant variable au cours du temps correspond à la valeur d'une tension continue, donc comme nous l'avons vu auparavant les tensions continues, qui procurerait un échauffement identique dans une résistance. Donc si je branchais une résistance aux bornes d'un générateur, la valeur efficace d'un signal alternatif ou sinusoïdal fournirait la même valeur donc d'échauffement qu'une tension dite continue appliquée. Donc on peut en déduire en regardant ce signal, la valeur efficace est une formule à retenir qui est la valeur maximale du signal appelé amplitude chez nous divisée par une constante qui s'appelle racine de 2, c'est la même chose pour le courant. On voit donc que la valeur efficace de ce signal est moindre, elle est plus petite que la valeur maximum du signal. Puissance moyenne en sinusoïde, donc on vous dit, si l'on connecte une tension T donc, qui est 325 fois 314 T du secteur, donc c'était la tension qu'on avait déterminée auparavant dans le cours à un four électrique, comment une tension qui change de signe 50 fois par seconde peut-elle communiquer une puissance à une résistance de charge. Donc c'est-à-dire que le four étant la résistance de charge, on applique donc une tension sinusoïdale, on en observe les courbes, donc la tension sinusoïdale du secteur est ici, on voit apparaître que sa valeur max ou amplitude vaut 325 volts, que l'amplitude du courant qui se trouve ici, dont l'échelle est sur le côté ici, est de 14 ampères environ, que la période de signal est bien 20 millisecondes pour un signal de fréquence 50 Hz, on remarque donc que la puissance, elle, est environ de 4500 watts, donc puissance max, et on voit apparaître une puissance moyenne qui est moindre de celle-ci,
Donc la puissance moyenne, on constate que le signe de la tension et du courant I ont toujours le même signe, que ça soit positif ou négatif. Donc le produit étant le produit de la puissance étant la tension fois le courant, donc la puissance est toujours positive. Et donc la puissance moyenne est égale à la tension efficace multipliée par le courant efficace. Dans le cas de notre four électrique, la tension efficace, c'est bien Umax sur racine de 2, qui vaut 325 divisé par racine de 2, multiplié par le courant max divisé par racine de 2, et on obtient donc 2275 watts. Si on revient à la diapositive précédente, donc je vais revenir à la diapositive précédente pour vous montrer que ce qu'on obtenait, la valeur moyenne de cette puissance est bien ici, et vaut environ 2000 et quelques watts. Pour finir, le dernier signal qu'on va aborder est le signal rectangulaire, ou appelé Emery comme je l'ai appelé auparavant, et y définir au travers de ce signal ce qu'on appelle un rapport cyclique. Donc on remarque qu'ici on a affaire à un petit motoréducteur, donc on a un moteur, un réducteur avec une vis sans fin, un engrenage. Ce dispositif est utilisé dans un chariot de golf pour donc transporter les clubs de golf, un sac de golf et des clubs de golf d'un golfeur, donc le chariot de golf est motorisé. On applique donc au moteur à courant continu une tension dite rectangulaire, donc avec un rapport cyclique variable. On va voir ce qu'est le rapport cyclique par la suite. Et ce qu'on pourrait déterminer, c'est que la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu, certains d'entre vous vont le voir au cours du projet, est proportionnelle donc à la valeur de la tension qu'on applique au moteur. On a dû le voir avec certains, donc plus on applique de tension, plus le moteur va tourner vite. On a donc ici la courbe correspondant à la valeur moyenne de la tension et la vitesse en sortie du moteur. On voit également ici le signal de commande, donc, et la valeur de la tension qui va faire évoluer la vitesse du moteur, et donc la valeur moyenne d'un tel signal dit rectangulaire. Donc si on regarde, on définit sur ces signaux dits rectangulaires un rapport cyclique qu'on va nommer soit RC, ou rapport cyclique, ou alpha, quelquefois dans la littérature. Ça correspond au temps à l'état O, qui se trouve ici, divisé par la période du signal. Si un signal a un rapport cyclique de 50%, on dit que ce signal est dit carré. Donc, prenons un petit exemple. Nous avons ce signal qui évolue de 0 à 15 volts, qui est à l'état O, donc ce qu'on appelle l'état O ici pendant 2 millisecondes, et ensuite il est à l'état 0 pendant 5 millisecondes. On peut dire également, que cette valeur moyenne de tension du signal, qui va permettre de commander le moteur à courant continu du chariot de golf, est égal au rapport cyclique, puisqu'on voit temps O sur T, donc qui est le rapport cyclique, qui correspond à ce temps-là divisé par la période qui se trouve ici, fois l'amplitude du signal. Donc ça ferait rapport cyclique fois amplitude qui vaut 15 volts. On va essayer de vérifier cette chose. Donc on voit bien que si on calcule avec les airs, le calcul des airs nous dit que pendant 2 secondes, nous avons 15 volts, enfin 2 millisecondes, excusez-moi, et le reste du temps c'est à 0, et le tout divisé pour la période nous donne donc bien 15 demi sur 5, qui correspond à 30 sur 5, environ 6 volts. Si on utilise la formule que nous venons de dire avant, donc rapport cyclique vaut 2 cinquièmes, 2 carreaux à l'état O sur 5 de période, que l'on multiplie par l'amplitude du signal, donc ça fait bien 2 cinquièmes fois 15, et on arrive bien au même résultat que précédemment avec le calcul des airs. Donc cette formule est bien démontrée. Donc ce qu'on peut dire, tout simplement, c'est que le rapport cyclique à retenir est la division du temps O sur la période totale, et que si on veut obtenir la valeur moyenne d'un tel signal, il suffit de multiplier le rapport cyclique par l'amplitude du signal. Si le signal a cette forme-là, donc une seconde forme, excusez-moi, cette forme, ceci ne convient pas, puisqu'on a quelque chose qui se trouve en dessous de 0. Il faudrait travailler pour trouver la valeur moyenne avec le calcul des aires algébriques divisé par la période. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est de faire pour ce mercredi qui vient, donc le 18 mars, la feuille d'exercice qui vous a été donnée. On a déjà commencé à compléter pour certains. Les deux absents, Médéric et Laura, donc, vont devoir refaire les exercices qui n'étaient pas là. Les autres vont devoir recompléter sur feuille, je vous demande de faire tous les exercices de la feuille, de les scanner et de me les renvoyer pour le mercredi 18 mars au plus tard avec votre nom. Le fichier devra être nommé à votre nom et il devra être au format PDF. Donc tout ça, vous m'envoyez sur ma boîte mail
que je vous ai fourni la dernière fois, ou vous me l'envoyez donc sur le serveur qu'on utilise à l'heure actuelle. Merci à vous, et puis